Mesdames et messieurs, chers invités, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce programme dénommé l'Espace Séminaire. Le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora, affilié à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, s'affirme comme un haut lieu de réflexion et de production scientifique en sciences sociales à la croisée de plusieurs disciplines. Sa vocation première réside dans l'analyse approfondie des mutations contemporaines affectant les sociétés africaines. Le LASPA se consacre à l'analyse de problématiques fondamentales telles que les défis démographiques, la transition écologique, les problématiques liées au numérique, aux politiques publiques, à la sécurité humaine, entre autres. Le laboratoire se veut également comme un espace de dialogue scientifique en favorisant l'interdisciplinarité tout en rendant accessibles les savoirs produits par ces chercheurs sur les thématiques phares qui structurent ces axes de recherche. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille pour cette série de séminaires consacrés à la patrimonialisation de Tombouctou, représentation, enjeux et défis. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour le dernier séminaire dont la thématique s'articule ainsi. Les défis contemporains de la préservation du patrimoine de Tombouctou. Ce séminaire abordera les menaces actuelles pesant sur le patrimoine de Tombouctou en examinant les initiatives de préservation menées tant au niveau local qu'international. Les discussions porteront également sur les stratégies déployées pour protéger et valoriser ce patrimoine. Pour éclairer cette problématique, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui M. Maïga, historien et gestionnaire du patrimoine de formation. Il a travaillé avec l'Institut Tombouctou de Dakar dans le pôle patrimoine et paix, au département culturel du bureau régional de l'UNESCO à Dakar et à l'Institut français de Saint-Louis. Il fut chercheur invité à l'Université de Montréal à la 14e rencontre internationale des jeunes chercheurs en patrimoine. Il enseigne l'histoire de l'Afrique, la gestion du patrimoine, la méthodologie de recherche en sciences sociales et le management interculturel. Actuellement, il est enseignant-chercheur à l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, à l'Institut d'études avancées du Sénégal et directeur des études de la pédagogie de l'Université polytechnique d'excellence Touba Koro de Bamako. Il est également promoteur du cabinet Koumatigi Conseil et Services pour les patrimoines. Je suis Aïssatou Diallo, allocataire de recherche au laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs, doctorante à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis à l'UFR CRAT. Et j'ai le plaisir de modérer nos échanges aujourd'hui. Nous sommes donc ravis et privilégiés de bénéficier encore une fois de l'expertise de M. Maïga et je suis convaincue que ces analyses porteront un éclairage essentiel à nos débats. Je vous invite donc à lui prêter une oreille attentive pour son intervention d'une quarantaine de minutes qui sera suivie d'une série de questions. Merci pour votre attention. Sans plus tarder, je vais céder la parole à M. Maïga. M. Maïga, la parole est à vous. Merci beaucoup, Aïssatou, chers collègues. Merci pour la présentation et l'invitation. Je suis navré de dire aux participants que je ne pourrais pas activer pour le moment ma caméra. On a un souci technique de lumière là, maintenant que ça revient. Donc, je ferai ma présentation via un PowerPoint et des commentaires que je vais le faire accompagner. Je vais me donner juste le temps que je partage mon écran rapidement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je te remercie vraiment pour la parole donnée. Je remercie également le laboratoire de l'ASFAD de l'Université Gaston Berger, particulièrement sa directrice et toute l'équipe qui est derrière cette initiative de série de conférences sur Tombouctou. J'ai eu l'honneur et le privilège d'animer la première conférence. On me donne également le privilège d'animer la dernière, donc c'est un honneur et un plaisir également. Aujourd'hui, le thème qui nous réunit est le suivant, les défis contemporains de la préservation du patrimoine de Tombouctou. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet.
Donc, au sommaire, nous aurons une introduction qui va parler un peu du contexte et justifier un peu la thématique. Ensuite, nous aurons une présentation de Tombouctou à travers son histoire et ses patrimoines. Ensuite, nous aurons un chapitre suivant sur l'état de conservation du site et son inscription jusqu'à nos jours. Ensuite, il y aura un chapitre sur quelques initiatives de préservation qui ont été prises en compte et exécutées au niveau local et international. Nous allons aussi développer un chapitre sur le défi contemporain, parce que c'est le mot-clé même de notre sujet, pour permettre à chacun de comprendre un peu les défis liés au patrimoine de Tombouctou. Ensuite, nous aurons un chapitre sur les perspectives et une petite conclusion pour nous permettre de finir cette présentation dans les meilleures conditions. Donc, sans plus tarder, durant son discours de 2002 à la conférence de Parc de Johannesburg, le président Nelson Mandela posa la question suivante. Quel est le but de la conservation, voire de la préservation du patrimoine si ce n'est l'humanité? Dans cette interrogation, Nelson Mandela, paix à son âme, essaye de montrer à travers l'Afrique et tous les officiels présents à cette conférence de Johannesburg que nous ne conservons que pour l'humanité. Nous ne préservons notre patrimoine que pour l'humanité. Plus de 20 ans après cette conférence et le mémorandum de Vienne, résultat de la conférence internationale de l'UNESCO sur le patrimoine mondial et l'architecture contemporaine en 2005, et malgré l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons, où la reconnaissance du patrimoine culturel a été citée comme ressource pouvant conduire à ce but, les villes africaines traversent de nos jours une étape charnière de leur histoire. La plupart d'entre elles, notamment celles membres de l'Organisation des villes du patrimoine mondial, comme Tombouctou, Saint-Louis, Ouidah au Bénin, continuent de faire face à de nombreux défis liés à la conservation et la préservation du patrimoine. À l'instar des villes maliennes bâties en terre avec une architecture vernaculaire, la ville actuelle de Tombouctou est une illustration parfaite de ces nombreux défis relatifs à la conservation et la préservation du patrimoine. Dans son article intitulé « Patrimoine mondial UNESCO, péril sur Tombouctou », publié en octobre 2019, le journaliste malien Alassane Cheibou parle déjà de menaces sur le classement de l'UNESCO et d'occupation anarchique pour qualifier l'état de la situation sur place. En septembre 2019, le natif de Tombouctou, l'écrivain Sam Shirfi Alpha, dénonce dans une tribune l'attitude des autorités maliennes à qui il reproche d'avoir relégué Tombouctou au second plan et déclare entre autres « Vous avez tous signé l'acte de mort de Tombouctou ». Cette déclaration de l'homme de culture fustige le modèle de préservation que l'ancienne municipalité et la puissance publique font suivre au patrimoine culturel de Tombouctou. Aujourd'hui, les discussions autour de la préservation, voire de la transmission du patrimoine culturel, qu'il soit matériel ou immatériel, provoquent des débats même au sein des conseils locaux. Au niveau de la jeunesse sur les réseaux sociaux, excusez-moi, il y a l'électricité qui vient de là. Donc, même au niveau de la jeunesse sur les réseaux sociaux et sur également les forats à caractère associatif. Elle suscite des intérêts croissants, influençant la ville de Tombouctou qui se trouve à la croisée de deux formes de pression simultanées, qui sont la préservation et la transmission du patrimoine culturel, qu'il soit matériel ou immatériel. C'est avec ta permission, je vais activer la caméra. Je pense que c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon, on vous voit. Ah bon. Quelques secondes. Voilà. Donc, je disais, ces discussions suscitent des intérêts croissants, influençant la ville de Tombouctou, qui se trouve à la croisée de deux formes de pression simultanées, qui sont la préservation et la transmission du patrimoine culturel, qu'il soit matériel ou immatériel. C'est dans ce contexte de contradiction sur la question
de la préservation et de la transmission du patrimoine culturel de Tombouctou que s'inscrit ce webinaire. La question qui se pose à présent n'est plus de savoir pourquoi nous préservons notre patrimoine, mais comment nous devons préserver ce patrimoine. À présent, nous allons présenter un peu la ville de Tombouctou, son histoire et son patrimoine. La région de Tombouctou couvre une superficie de 497 926 000 km², c'est-à-dire plus de 2 fois le Sénégal et environ 40% du territoire national. La ville de Tombouctou est un carrefour entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. À 18 km au sud de la ville coule en toute saison le fleuve Niger appelé Issaber. Selon le plan de conservation actuel, la ville de Tombouctou a été fondée entre le 11e et le 17e siècle, autour d'un puits. À côté de ces puits d'eau vivait une vieille femme tamashek qui s'appelait Bouktou. La ville de Tombouctou prenait donc un nom composé de Tim, qui veut dire puits, et Bouktou, le nom de la vieille femme. La ville est appelée aujourd'hui Tombouctou, qui signifie le puits de Bouktou. Selon l'ancien ambassadeur de la France à l'UNESCO, Daniel Rondo, Tombouctou fait partie de ces villes du monde dont le seul nom suffit à mettre en mouvement notre mémoire et notre imaginaire. Depuis la 12e session du Comité du patrimoine mondial, du 9 décembre du 9 décembre 1988, suivant ces 3 critères, les critères numéro 2, le critère numéro 4 et le critère numéro 5, Tombouctou a rejoint les 745 biens culturels répertoriés au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO à l'époque. Le bien dénommé Tombouctou comprend les 3 grandes mosquées célèbres, Djingareyber, Sankoré et Sidi Yahya, situées dans la Médina, et les 16 mausolées disséminés dans le tissu ancien et dans les cimetières environnants. En raison de maintes facteurs, aussi bien naturels que matériels, il a été classé patrimoine en péril en 1990, de 1990 à 2005, et de 2012 à nos jours, de manière volontaire par l'État du Mali, lors de la 36e session du Comité du patrimoine mondial qui s'est tenue à Saint-Pétersbourg la même année. Donc, par rapport à ces mosquées classées, nous avons la mosquée de Djingareyber. Elle fut construite en 1325 par le poète Abou Ishaq el-Saheli de Grenade, à qui le souverain Kankou Moussa avait remis, selon le Tarikh el-Soudan, 40 000 mitkats d'or pour le besoin de la construction de ce majestueux ouvrage, je dirais, de ce joyau. Quant à la mosquée de Sankoré, elle a été construite à l'époque mandingue, grâce au financement d'une femme mécène qui a désiré garder l'anonymat. Je rappelle que la mosquée de Sankoré fut la première université en Afrique au sud du Sahara à partir du XVIe siècle. Ensuite, nous avons la mosquée Sidi Yahya. Elle fut construite en 1440 grâce au financement de Mohamed Kati, qui va désigner son meilleur ami Sidi Yahya comme premier imam de cette mosquée. Quant au mausolée de Son de Tombouctou, la classification et les informations détaillées sur la vie des saints sont attribuables en grande partie à l'ancien chef de la mission culturelle de Tombouctou, Fé Aliou Sidi, pour qui je rends un vibrant hommage, un homme grâce à qui, d'ailleurs, l'histoire écrite de ces patrimoines est valorisée parce qu'il a écrit beaucoup d'ouvrages, il a beaucoup contribué de manière significative à la préservation, à la gestion et à la promotion du patrimoine culturel de Tombouctou, ainsi qu'à différents documents et aux informations recueillies sur place au cours des missions de l'UNESCO. À Tombouctou, on recense 333 saints, mais en réalité, la ville en compte bien plus. Comme indiqué dans le plan de gestion et de conservation des biens culturels de Tombouctou, je parle du plan de 2006 et de 2010 qui n'est plus en vigueur, sur 26 mausolées, 16 sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi ces 16, on peut citer quelques-uns. Nous avons le mausolée de Cheikh Sidi Mahmoud Ben Omar Mohamed Ben Akid,
le mausolée de Cheikh Al-Aqib ben Mohammed ben Omar Mohammed Aqid ben Ali ben Yahya. Nous avons le mausolée de Cheikh Abou Qasim Al-Tawati, Cheikh Sidi Mohammed Al-Mekki, Cheikh Mohammed Tamba Tamba, Cheikh Al-Imam Saïd, Cheikh Al-Imam Ismaël, Cheikh Sidi Al-Wafi Al-Arawani, Cheikh Sidi Mokhtar ben Sidi Mohammed ben Cheikh Al-Kabir Al-Kunti, Cheikh Mohammed Akit, Cheikh Al-Hajj Ahmed, Cheikh Abdul Abbas Ahmed Baba ben Ahmed ben Al-Haji ben Omar ben Mohammed Akit, entre autres. Vous avez ici quelques images de ces mausolées les plus vénérés, les plus considérables qui constituent parmi les 16 mausolées classés patrimoine mondial de l'humanité. Donc, toujours dans la même lignée, concernant l'état de conservation du site, de son inscription en nos jours. En février 2019, lors de la 30e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, l'ex-président de la République du Mali, Fé Ibrahim Boubacar Keïta, est nommé par ses pairs champion de l'Union africaine pour les arts, la culture et le patrimoine. Dans le domaine du patrimoine, cela signifie que le Mali a fait des progrès indéniables dans la gestion, la valorisation et surtout la préservation de son patrimoine culturel pour faciliter le legs dans l'espace et dans le temps. Mais comment faciliter le legs patrimonial aux générations futures et garantir son évolution et sa protection, voire sa préservation et transmission, qu'il soit matériel ou immatériel? Pour répondre à cette question, un retour au passé s'impose. Déjà en 1988, le Conseil international des monuments et sites, ICOMOS, souligne dans son rapport l'existence de brèches irrémédiables dans le tissu ancien de Tombouctou. Nous sommes en 1988. Des décennies plus tard, Tombouctou sera pointé du doigt lors de la 32e session du Comité du patrimoine mondial qui s'est tenue au Québec en 2008 pour avoir accepté la construction d'un bâtiment contemporain, le centre Ahmed Baba, dans la zone tampon qui dénaturait à l'époque la Médina et met en péril la célèbre mosquée de Sankoré. Aujourd'hui, le patrimoine culturel bâti de Tombouctou est exposé à deux préoccupations conjoncturelles et structurelles qui constituent les soucis récurrents de conservation et de préservation des gestionnaires du patrimoine, plus que les collectivités locales. À cela s'ajoutent les agressions que l'ancienne municipalité et les communautés locales font subir aux tissus anciens et aux composantes du patrimoine mondial, déjà sur la liste de l'UNESCO depuis 2012. Selon le rapport 2019 de la République du Mali sur l'état de conservation de son patrimoine mondial, la Médina de Tombouctou subissait à l'époque des agressions, jusqu'à présent d'ailleurs, provenant de la passivité, voire de la duplicité de l'ancienne équipe municipale qui n'arrive pas à gérer certains cimetières classés patrimoine mondial qui sont devenus par la suite des dépotoirs. À cela s'ajoute la présence des forces militaires qui imposent des barrières jusqu'à présent et qui crée souvent qui pousse les citoyens à utiliser d'autres ici, malheureusement, qui créent des vibrations nocives dans la vieille ville. Des autorisations d'installation de conteneurs et de maisonnettes, la construction d'une boulangerie dans la zone tampon, des mausolées entièrement masqués par des kiosques en fer et tout récemment, la construction d'une station de vente de carburant en face du cimetière Diaman Hanan et actuellement en face du nouveau monument inauguré, célébré il y a quelques mois de cela, voire une année, le monument excusez-moi, le nom m'échappe, le monument le monument qui est en face de Diaman Hanan, le nom va revenir. Donc, pour toutes ces occupations illicites, constatées et pour lesquelles les auteurs nous disent avoir l'aval de l'ancienne municipalité, la mission culturelle qui fait un travail extraordinaire avait adressé une lettre à la mairie, mais elle n'a jamais reçu à l'époque de réponse. Selon Amadou Ampateba, le monument en question s'appelle Louha, voilà, qui fait référence aux tablettes utilisées dans les écoles coraniques pour permettre aux apprenants d'illustrer et d'apprendre les Saints Corans. Donc, ce monument Louha a été inauguré l'année passée par les autorités régionales. En face de ce
monument Louha se trouve le cimetière Diaman Hanan et une nouvelle station de vente de carburant dans la Médina, dans la zone rocade. En Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Cela concerne exclusivement le patrimoine immatériel de manière générale et celui de manière particulière. Parmi le patrimoine culturel immatériel de Tombouctou, tel que les chants, les danses, les tresses traditionnelles, les cérémonies religieuses et événementielles, etc., la transmission à ces niveaux semble aléatoire et moins didactique, d'où le péril qui pèse sur celle-ci. À cela s'ajoute le crépissage annuel des mosquées, la maçonnerie et l'architecture traditionnelle, la conservation et l'exploitation des manuscrits anciens et les transferts de compétences endogènes aux générations actuelles et futures. Par contre, il y a une forte volonté de transmission du patrimoine culturel matériel et immatériel qui s'est développé au cours de ces 10 dernières années suite à la crise de 2012, qui a occasionné la destruction des mausolées de Tombouctou. L'exemple le plus prépondérant reste la reconstruction et la réhabilitation des mausolées par l'UNESCO. Pendant les travaux, par exemple, les maçons avaient toutes les difficultés pour reconstruire de manière identique les joyaux. À cela s'ajoutent les matériaux de reconstruction locaux qui deviennent de plus en plus rares et moins valorisés sur place. Le péril qui pèse sur la transmission du patrimoine culturel de Tombouctou, voire sa présentation. Quant aux initiatives de préservation qui ont été entreprises d'un point de vue local comme international, nous pouvons citer la célébration des 700 ans de la mosquée de Djingarebe par l'association des ressortissants et sympathisants pour le développement du cercle de la région pour le développement de la commune du cercle de Tombouctou, excusez-moi, le déguerpissement des occupations anarchiques autour des sites qui a été une opération faite par la délégation spéciale de la mairie, le programme de pavage de la Médina qui était une initiative de l'Association internationale des maires francophones. Vous avez des initiatives de préservation du patrimoine culturel également, telles que le festival Vivre Ensemble, qui a célébré récemment ses 10 ans, qui est devenu incontournable également dans ce domaine, qui fait un bon travail, qui mérite d'être encouragé. Vous avez le programme de réhabilitation et de revitalisation des sites pendant la crise, après la crise de 2012. Je me rappelle de cette phrase de l'ancienne secrétaire générale de l'UNESCO, Mme Irina Bokova, qui disait « Nous allons reconstruire le patrimoine de Tombouctou ». Et l'année passée, l'inauguration du monument Louha, que j'avais cité récemment, qui sont tous des initiatives de préservation du patrimoine et permettre également aux populations de se rappeler qu'ils ont un bien, qu'ils doivent le protéger et que ce bien a joué un rôle considérable dans l'histoire récente de notre pays. Le traditionnel crépissage annuel de la mosquée de Djingarebe, les travaux de construction d'une salle d'exposition au musée municipal de Tombouctou par l'UNESCO, entre autres. Donc, il y a plusieurs initiatives, on pourra rentrer dans les détails au moment de discuter. Quant aux défis contemporains, le premier défi reste pour moi l'insécurité. L'insécurité aujourd'hui dans notre région est existentielle. Donc, premier défi contemporain, l'insécurité. La construction de cette station de vente de carburant devant le monument Louha et à côté du cimetière Diaman Hanan est un défi considérable. Dans la zone tampon, imaginez je ne le souhaite pas un jour qu'un désastre se produise au niveau de cette station, les conséquences seront considérables. Le changement climatique, tel que l'ensablement. Souvenez-vous, dans les années 90, l'une des raisons pour lesquelles Tombouctou avait rejoint la liste du patrimoine mondial, c'était l'avancée du désert. Donc le changement climatique aussi joue un rôle crucial et il faudrait le suivre davantage avec plus de précautions parce que c'est un défi également à ne pas négliger. À cela s'ajoute l'incivisme, et le manque de citoyenneté de certains habitants. Vous savez, les communautés locales constituent les gadas dans la gestion du patrimoine et même pour l'UNESCO. Malheureusement, on constate un civisme très, très mal proliféré et un manque de citoyenneté qui pousse certains habitants à agresser le patrimoine de manière volontaire ou involontaire, souvent aux yeux même des autorités. Nous avons l'urbanisation anarchique et le développement local. Tombouctou est en train de se développer à une vitesse extraordinaire. Malheureusement, cette urbanisation demeure anarchique. Le développement local, d'un point de vue
communautaire d'un point de vue social joue également un rôle et constitue aujourd'hui un défi incroyable. Nous avons également la rénovation abusive des habitats rachetés. Il y a un phénomène qui se passe actuellement à Tombouctou. Nous avons une communauté locale qui est plus ou moins aisée parmi les autres, qui rachète des maisons dans la Médina, les rénove de manière abusive. La rénovation dans le domaine du patrimoine, c'est la destruction puis la reconstruction d'une maison. Lorsque cette maison est détruite, elle est construite suivant des normes qui ne respectent pas les critères de l'UNESCO. Elle est suivie souvent selon des normes qui ne respectent pas l'architecture locale de Tombouctou. Souvent, le bétonnage est armé et détériore carrément l'environnement, détériore l'architecture et constitue souvent un obstacle aux maisons environnantes qui répondent aux critères de l'UNESCO. Vous avez également la disparition de l'architecture locale au détriment de celles étrangères. La plupart des Tombouctiens maintenant ne construisent plus leurs maisons suivant l'architecture locale. Des empreintes étrangères sont visibles partout dans la ville. On mélange souvent même notre précieux alhor à d'autres choses pour donner d'autres décorations qui n'ont aucun rapport avec le patrimoine. Malheureusement, ceux qui commencent à gagner un peu d'argent construisent en béton armé, ne respectent pas non seulement les critères et ne prennent pas en compte notre architecture locale. Ceci était un défi énorme et je pense que tout le monde doit s'y mettre pour pouvoir régler le problème. Nous avons aussi d'autres défis qui sont d'ordre anthropique. La plupart des défis d'ailleurs, c'est l'homme qui est le responsable, c'est l'homme qui peut prendre ses responsabilités, c'est-à-dire le Tombouctou. Nous avons la reconnaissance des acteurs, la non-reconnaissance des acteurs culturels. Malheureusement, également, il y a un autre défi. Il y a des hommes et des femmes à Tombouctou qui constituent une armée, entre parenthèses, un mur pour la protection du patrimoine. Malheureusement, souvent, ils ne sont pas reconnus et ça, c'est un défi énorme que les communautés locales et la puissance publique doivent prendre en compte. Quant aux perspectives et recommandations, et parmi, par exemple, cette non-reconnaissance, je pense à Fé Ali Ould Sidi, l'ancien chef de la mission culturelle de Tombouctou, qui a joué un rôle considérable dans la préservation, la promotion du patrimoine. Malheureusement, aucune reconnaissance envers cet individu, qui a écrit énormément de livres sur le patrimoine culturel de Tombouctou, qui a énormément fait la promotion de ce patrimoine. Aucune reconnaissance, que ce soit au niveau local, au niveau national, encore moins par le ministère de la Culture. Ce qui est un peu déplorable, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont battus et qui continuent à se battre pour la préservation du patrimoine de Tombouctou. Donc, une intervention autour des composantes essentielles des sites, les mosquées ou les 16 mausolées, en tenant compte de la zone tampon. Une intervention sur les biens additionnels qui sont rattachés et qui donnent vie et éclat au site, telles que les bibliothèques des manuscrits, les musées du patrimoine immatériel. Nous avons également les interactions entre ces différents acteurs qui sont capitales, excusez-moi, pour bien gérer le site. L'organisation de séances de conservation et de transmission du patrimoine matériel et immatériel pour les générations actuelles et futures. Comme recommandation, nous recommandons la journée Ali Ould Sidi pour la promotion du patrimoine mondial de Tombouctou. Il s'agit d'une journée pendant laquelle les Tombouctiens, voire la communauté internationale, vient célébrer le patrimoine de Tombouctou à travers les œuvres d'un homme qui a tout donné pour ses biens. Ainsi, compte tenu de l'ampleur des défis à relever en faveur de Tombouctou, la cause du patrimoine mondial doit continuer à être défendue. Cette défense doit se faire et se poursuivre par la communication, l'éducation, la recherche et la formation, comme le stipule l'acte 3 de la déclaration de Budapest sur le patrimoine mondial du 28 juin 2002. En conclusion, on peut dire le 9 décembre 2018 passé, on devrait célébrer le 30e anniversaire de l'inscription de Tombouctou sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Malheureusement, celle-ci n'a pas eu lieu car son statut et état actuel ne sont plus avantageux pour le Mali. En réalité, 29 ans après son inscription, Tombouctou a passé 15 années sur la liste du patrimoine mondial empirique, de 1990 à 2005. Et depuis 2012 jusqu'à nos jours, elle se trouve par la demande des autorités maliennes. Je pense qu'il est temps que les autorités prennent leurs responsabilités
et engage le processus pour que Tombouctou quitte la liste rouge de l'UNESCO pour rejoindre la liste tant prisée qui est la liste du patrimoine mondial. Le patrimoine culturel de Tombouctou est confronté aujourd'hui à deux types de vandalisme qui étaient désignés en France et en Angleterre au XIXe siècle par les mêmes qualificatifs, destructeurs et restaurateurs. Les mêmes qui détruisent, c'est les mêmes qui viennent restaurer, c'est-à-dire les habitants, la communauté locale. Considérant toutes ces observations, nous pouvons affirmer sans langue de bois que l'ennemi qui menace la préservation et la transmission du patrimoine de Tombouctou n'est plus la nature, mais désormais divers dangers dus à l'insécurité, à la culture de l'homme et à sa façon de gérer le patrimoine. Voilà de manière détaillée ce que j'avais à partager avec vous sur les défis contemporains pour la préservation de Tombouctou. Pour terminer, je voudrais paraphraser Peter Drucker qui a écrit « La chose la plus importante dans la communication est d'entendre ce qui n'a pas été dit. Espérant n'avoir pas tout dit, espérant ne pouvant pas tout dire, et espérant compter sur vous pour me rappeler tout ce que je n'ai pas dit, je vous remercie de m'avoir écouté. » Merci beaucoup, M. Maïga, pour la qualité de la présentation et la valeur des informations fournies. Nous allons à présent passer aux différentes questions que vous avez. Si vous avez également des contributions, on vous écoute. Alors, voilà. Mamadou, Monsieur Mamadou Samaké, c'est lui qui a levé la main, non? J'avais un problème pour activer le micro. Ah, d'accord. Alors, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Voilà. Bon. Et moi, c'est Mamadou Samaké. Je suis le chef de la mission culturelle de Gao. Excusez-moi, j'ai pris le train en marche en retard. Mais la partie que j'ai écoutée, c'est très intéressant. Je remercie sincèrement le présentateur pour la qualité de la présentation. J'ai quelques petites questions. Par rapport au changement climatique, nous sommes tous confrontés à cette situation. Je voulais demander aux présentateurs s'ils ont des propositions de solutions ou bien qu'est-ce qu'ils préconisent pour que les sites qui sont à Gao, Tombouctou et même au niveau du centre sont confrontés à ces problèmes de changement climatique. Est-ce qu'il a des propositions de solutions pour ça? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, il a parlé de l'incivisme et le manque de citoyenneté. Je voudrais savoir, est-ce que c'est par rapport au manque de sensibilisation ou qu'est-ce qui amène ça? Parce que c'est un comportement que nous voyons un peu sur tous les sites, que ce soit au niveau de Gao, au niveau de Djéné, bon, Tombouctou vient d'en parler. Et malgré la sensibilisation, malgré l'engagement des services techniques sur place, on voit toujours ce problème d'incivisme et de manque de citoyenneté par rapport vis-à-vis du patrimoine culturel. Et aussi par rapport à l'urbanisation anarchique. Est-ce qu'il y a, le Tombouctou n'a pas un schéma d'urbanisation, un plan d'urbanisation qui interdit cette chose-là? Parce qu'au niveau de Gao, c'est vrai, c'est pas les mêmes dimensions. Autour du Tomo de Zaskia, il y a le schéma d'urbanisation qui est appliqué. Aucune construction ne peut aller au-delà de ça pour impacter l'architecture traditionnelle. Donc, nous travaillons avec le service de l'urbanisme, avec le service du domaine. Et nous impliquons aussi les autorités, le gouverneur, le maire, dans la mise en œuvre de cette pratique-là. Voilà. Bon, je voulais aussi savoir, parce qu'en fin des recommandations, il a dit l'état actuel du Tombouctou n'intéresse pas l'État. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il veut dire par là, quoi. Parce que l'État, c'est l'État qui inscrit le site sur la liste du patrimoine, qui demande, disons, l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Et nous pensons, nous, les autres sites du patrimoine mondial, que Tombouctou est plus choyé que nous autres. Mais s'il dit que l'état actuel de conservation de Tombouctou n'intéresse plus l'État, je voulais comprendre cette façon de dire, quoi. Voilà. Allez, merci beaucoup. Merci. Merci. Monsieur Maïga, vous pouvez répondre d'abord. Non, on peut prendre d'autres questions, s'il y en a. D'accord. Merci, M. Koneté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais quand même levé la main. Bonjour à tous.
Bonjour. Moi, c'est Aboutou Konaté. Je suis un étudiant à la faculté d'histoire et de géographie. Je voudrais d'abord remercier M. Maïga pour sa présentation, d'ailleurs brillante, riche en informations également. Néanmoins, j'ai des préoccupations par rapport à certains points qui a été un peu ébauché par monsieur le premier intervenant, je veux dire le chef de la mission culturelle de Gao. Il s'agit du fait que les communautés elles-mêmes soient les acteurs de destruction du patrimoine culturel et de dénaturation du patrimoine culturel. Est-ce que à dire qu'ils sont fatigués de l'architecture traditionnelle de Tombouctou, ou bien il y a ce désir d'aller à la modernité, au changement qui s'impose? Si c'est le cas, ce ne serait pas mieux de faire des études auprès des communautés et trouver des solutions qui pourraient essayer de combler ces vides-là, même si il faut créer un nouveau Tombouctou. Sinon, ils ne vont pas quand même arrêter d'intervenir sur les patrimoines en modifiant. C'est aussi bien dans le domaine du patrimoine de comprendre que ce n'est pas une notion figée. En réalité, ça doit être en perpétuelle transformation du patrimoine. Que ce soit matériel ou immatériel, il faut toujours des changements, il faut toujours les modifications. Mais il est important que ces changements-là soient faits, comme vous l'avez dit, dans le respect de certains critères, surtout quand on est face à un patrimoine inscrit sur la liste du patrimoine, sur la liste mondiale. C'est très important. L'intervention ne peut plus être autonome. Il faut passer par des structures adéquates, par la voie adéquate pour pouvoir apporter des modifications dont on souhaite. Mais il arrive souvent que c'est difficile. La nouvelle génération, si les jeunes de Tombouctou, par exemple, beaucoup ont de l'argent et qui ne sont pas en contact direct avec les patrimoines ou bien ils ne sont pas cultivés dans ce sens-là. Une fois qu'ils gagnent un peu d'argent, et il vient de Bamako, il était en Europe, il était aux États-Unis, quand il revient à Tombouctou, il sera tenté de recopier les modèles de vie qu'il a vécu dans son lieu de résidence. Qui pose énormément de problèmes. Je pense que ce sont des choses qu'il faut prendre en compte souvent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'école. Les élèves à l'école ne sont pas bien. Bon, je ne connais pas trop le cas de Tombouctou, mais globalement au Mali, on ne fait pas d'efforts dans ce sens-là. Cultiver la nouvelle génération à la civilisation, aux valeurs du patrimoine culturel, qu'il soit matériel ou immatériel, naturel ou culturel, etc. Et c'est ce qui pose problème. Vous allez voir des gens qui ont fait des formations en réalité, qui ont des parcours exceptionnels, mais ils sont débarrassés de leur réalité culturelle, de leur patrimoine, et du coup, même s'ils devenaient décideurs quelque part, ils ne vont pas prendre en compte ces patrimoines culturels-là. Et ce n'est pas que les patrimoines culturels seulement, c'est relatif également aux sites archéologiques. On va voir des gens qui sont en train de faire des routes, détruisant des sites archéologiques, en saccageant des maisons traditionnelles, des maisons de culte, etc., etc. Parce que, en réalité, pour eux, ça ne dit pas grand-chose. Ce n'est pas important parce qu'ils ne savent pas l'importance. Et ce qu'il faudrait faire, c'est normalement respecter les lois. La loi relative au patrimoine, maintenant, c'est 2022, 034. Il est dit, avant chaque grand travaux, normalement, on devrait faire des études d'impact environnemental et culturel. Mais il se trouve qu'au Mali, on ne le fait pas. Et même si
ils déposent des rapports, il faut le dire, on ne le fait pas. J'ai des preuves qu'on ne le fait pas, mais les travaux continuent à s'exécuter, ils viennent, ils détruisent tout sur leur passage. Et l'illustration la plus parfaite, c'est le site préhistorique de Maniamou qui a été détruit par ces travaux et d'autres quoi. Donc, je m'arrête là pour l'instant. Pour moi, il faut sensibiliser surtout la jeunesse par rapport à la valeur patrimoniale de ces biens et les impliquer dans la gestion, dans la préservation et même dans la conservation de ce patrimoine-là. Merci. Merci à vous. Merci. On prend d'autres questions ou bien vous répondez? Si, il faut prendre, il y a deux mains. On peut prendre. Il y a DR Maïga. Docteur Maïga. FHG, Docteur Maïga. Madame Maïga. D'accord. Madame Maïga, vous pouvez prendre la parole. Après, on va passer à une autre personne. Madame Maïga, est-ce que vous nous entendez? Oui, moi je vous attends bien. Est-ce que vous m'attendez? Oui, on vous entend maintenant. Bien. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes professeur Maïga, faculté d'histoire et géographie. Je félicite Mohamed Maïga qui fut un de mes étudiants brillants et qu'il continue à m'impressionner par rapport à sa qualité en termes de connaissances, en termes d'inspiration à l'égard du patrimoine. Je le comprends également lorsqu'il s'agit de protéger ou de préserver un patrimoine. Ça a toujours été un défi. Et lorsque le défi est tellement important, et lorsqu'on se retrouve en face de la pauvreté, je mets entre griffes le mot pauvreté. Mais ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il existe des textes? Je sais qu'il existe des textes déjà, des textes en termes de protection, de préservation des patrimoines. Mais lorsqu'il y a violation de ces textes-là, est-ce qu'il y a des sanctions? Si oui, est-ce que on est en train d'appliquer ces sanctions-là? Et sinon, pourquoi on n'arrive pas à appliquer les sanctions lorsque le public qui est là, qui représente ou qui est représenté à travers le patrimoine, est le premier personnage à détruire son image? Donc, c'est cette question-là que j'aimerais vraiment poser à moi-même pour avoir un peu son idée là-dessus. Je sais que Tombouctou est une image est un patrimoine pour l'ensemble du Mali. C'est tout le Mali qui se retrouve dans Tombouctou, dans l'ensemble de Tombouctou. Donc, si une portion de la population ou quelques personnes de la population piétinent cette image nationale du Mali, et que l'État, entre griffes, ferme un œil sur ces pratiques-là, ou même parfois les partenaires de l'État deviennent complices de ces piétinements, alors je ne m'arrête pas de me poser des questions. Si on perd l'image du Mali à travers Tombouctou, qu'est-ce que le Mali va devenir? Donc voilà ma préoccupation par rapport aux défis et aux enjeux autour du patrimoine de Tombouctou. Je vous remercie. Merci à vous également, Madame Maïga. On va passer la parole à Babacar Fall. Monsieur Babacar Fall. Ah, d'accord. Oui, bonjour, chers collègues. C'est professeur Babacar Fall, historien, FASTEF, faculté des sciences d'éducation, UCAD, et directeur de l'Institut d'études avancées de Saint-Louis du Sénégal. Je voudrais féliciter Maïga pour cette brillante présentation, très riche, très documentée, et en même temps constater le cri de cœur qui appelle effectivement à la mobilisation non seulement de la communauté internationale, mais également de la communauté malienne pour la préservation de ce patrimoine de l'humanité. Alors, ma première question, on a suivi à l'époque, il y a quelques années, une collaboration établie avec l'Afrique du Sud à propos de la sauvegarde des manuscrits de Tombouctou, mais en même temps de l'héritage, dans la mesure où
dans la perspective de l'Afrique du Sud, le Tombouctou s'inscrit un peu dans la renaissance africaine. Alors, je voudrais poser la question de savoir qu'est-ce que cela a donné comme résultat, premièrement. Deuxièmement, quelle est aussi la situation de l'Union africaine? De l'Union africaine. Dans quelle mesure on peut considérer que l'Union africaine est sensibilisée et mobilisée sur la préservation de cet héritage que représente Tombouctou pour l'humanité? Bien sûr, je comprends ce que vous avez dit, et il est indispensable que les communautés soient mobilisées parce que les premiers gardiens, comme vous dites, si les préservateurs sont en même temps les déprédateurs, ça pose effectivement un gros problème. Tu vois. Donc, alors, comment inverser cette tendance? Je crois que ça, c'est la grande question qu'il faudrait poser et voir comment effectivement il est possible de créer les conditions d'une prise de conscience nationale et internationale pour l'héritage de Tombouctou. Encore une fois, merci pour cette présentation, cette riche présentation. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Est-ce qu'on peut intervenir? Non, pour des questions. Il y a le professeur Abdoulaye Kamara qui a levé la main à ce tour. Oui, professeur Abdoulaye Kamara, vous avez la parole. Merci, madame. Merci, Maïga, pour cette brillante conférence. Quand j'ai reçu le lien, je ne pouvais pas manquer de vous écouter parce que c'est toujours un plaisir. Maïga est malien, mais c'est un de nos étudiants sénégalais également que nous suivrons et qui continue toujours à participer à la vie culturelle sénégalaise. Et je vois que le professeur Babacar Fall également a le même avis que moi sur cette question. Je te félicite, Mohamed, pour cette communication, pour ces échanges que tu as développés. Et je ne veux pas être long, je reviendrai juste sur notre dernière rencontre. C'était à Saint-Louis, où l'on discutait sur le patrimoine, sur la conservation située, à savoir comment cette conservation située peut tenir tête à une conservation internationalisée, etc. Donc, si on parle là-dedans, on peut se dire les mêmes questions qui se sont posées quand on était à Saint-Louis, etc., ce sont les mêmes questions qui se posent toujours quelque part. En fait, qui décide toujours des modalités de conservation pour un site du patrimoine mondial. Comment également articuler, surtout, c'est une question qui avait passionné le public, comment articuler les normes internationales et les réalités locales. Parce que, et je crois que dans ta communication, on voit le plus souvent ces aspects ressurgir sur cette incompréhension que le public a sur la conservation de son patrimoine. Et comment également la préservation qui ne peut pas s'éloigner des réalités locales, comment on peut préserver les techniques de banco, les rituels religieux et surtout une mémoire savante qui nous est le plus souvent importée de l'extérieur. Je pense que la plupart de ces éléments-là sont extrêmement intéressants pour qu'on puisse réfléchir et trouver des moyens de préservation. Mais ce qui est sûr, c'est que le patrimoine de Tombouctou, qui est un patrimoine africain, qui est un patrimoine mondial, que tous les gens du monde souhaiteraient sa préservation. Donc, à chaque fois qu'il y a une menace qui pèse sur Tombouctou, c'est une menace qui pèse sur le monde entier. Et moi, je suis à Gorée, j'ai toujours travaillé sur le patrimoine de Gorée, bien que entre ces deux-là, Tombouctou comme l'île de Gorée, il y a des comparaisons qui sont possibles. Au niveau de Tombouctou, bien sûr, c'est un patrimoine religieux en terre, avec ses mosquées, ses mausolées, mais aussi avec un risque qui est dominant ici, qui est un conflit lié à l'insécurité et surtout à la fragilité de l'architecture.
Mais si on veut le comparer à Gorée, parce que je pense que votre génération à vous, il ne faudrait pas que vous vous limitiez uniquement à votre site, il faudrait que vous voyez ce qui se passe à l'extérieur et vous allez voir que les germes de menaces et autres se retrouvent un peu partout. Gorée, c'est sûr que ce n'est pas un patrimoine religieux comme Tombouctou, mais c'est un patrimoine mémoriel de la traite atlantique. Et il y a des menaces qui pèsent sur Gorée, c'est le tissu urbain qui est insulaire. Et aujourd'hui, Tombouctou, bien sûr, il y a la menace des conflits djihadistes qui pèsent de l'autre côté, mais qui diminue peut-être la fréquentation. Mais nous avons un risque qui est extrêmement grand, c'est la surfréquentation. Et également, au niveau de Tombouctou, il y a un problème sur l'entretien des bâtis. Ici à Gorée, nous avons le même problème. Et vous avez vu qu'à Gorée, quand vous vous promenez, il y a énormément d'endroits qui sont en ruine ou bien qui sont squattés, etc. Mais également, je pense que dans ces deux sites, ce que nous devons travailler pour peut-être renforcer nos normes, c'est essayer d'intégrer le plus le patrimoine immatériel. À savoir, il faudrait qu'on puisse gérer ces récits ou bien même les émotions qui sont suscitées au niveau de tous ces sites pour renforcer les critères. Pourquoi on se contenterait uniquement d'avoir un site qui est du moins classé ou bien inscrit sur la liste à travers des critères qui sont très occidentaux, où les normes de l'Afrique pèsent très peu. C'est comme si on était à Saint-Louis il y a 1 an, on discutait des conservations situées, on était dans une ville coloniale, et bien sûr une ville coloniale que les Sénégalais ont réussi à inscrire sur la liste du patrimoine mondial. Ce qui veut dire que même le patrimoine des colons, c'est notre histoire et il faudrait qu'on y soit. Mais je pense que ce qu'il faudrait, et à Saint-Louis, j'ai oublié, nous avons ici également les aléas climatiques, l'érosion, les inondations, etc. Ce sont ces éléments-là qui sont certainement connus au niveau de Tombouctou. Donc nous avons une vulnérabilité sur l'ensemble de ces sites. Peut-être qu'il faudrait qu'on se mobilise, que vous, la nouvelle génération, que vous mobilisiez, que vous regardiez tout ce que nous avons au niveau des croyances et des savoirs, et que ces savoirs-là viennent renforcer les critères qui ont été établis par l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Je pense qu'il est bon qu'on rediscute de l'ensemble de ces critères qui sont avancés. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête uniquement à Tombouctou sur ce patrimoine religieux ou bien à Gorée sur le patrimoine de la traite ou bien à Saint-Louis sur une ville coloniale. Il faudrait qu'on voit quelles sont les normes que nous pouvons introduire pour renforcer et mieux accepter ces critères qui ont été retenus pour leur classement. Voilà, je vous remercie. Et encore félicitations pour cette brillante communication. C'est un plaisir de vous entendre. Et bien sûr, en tant que votre ancien professeur, je continuerai à vous suivre partout où vous serez. Merci, Mohamed. Et certainement à bientôt à Dakar, qui est ta deuxième ville. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut s'inscrire encore ou faut attendre? Oui, il y a Askia. Oui, Askia. C'est écrit Askia. Vous avez la parole. Merci beaucoup, madame. Merci, chers participants. Je participe avec beaucoup de plaisir à ce séminaire. Je n'interviens pas beaucoup, mais je pense que je devais y participer pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai été moi-même enseignant, je suis diplomate, ancien ambassadeur, je suis de Tombouctou, donc je ne ferai pas que féliciter M. Meiga, je pense que je ferai tout mon possible pour l'aider parce que il me rappelle un peu ce que moi j'ai cherché à faire pendant un bon moment quand j'étais délégué permanent adjoint du Mali auprès de l'UNESCO. Et j'aimerais quand même apporter un certain nombre de précisions. Ali Ould Sidi, avec lesquels j'ai travaillé dans un certain nombre de domaines, avec une certaine discrétion, paix à son âme. Il y a aussi d'autres personnes qu'il faudrait citer. Je pense que le président Konaré a fait beaucoup de choses.
pour l'inscription, pour les travaux. Ce sont des éléments qu'il conviendrait d'avoir et qui pourraient effectivement vous aider. Il y a eu l'ambassadeur Zuber, il n'est pas actuellement chose, mais il faut toujours tenir compte du travail qui a été fait avant. Il ne faut pas oublier dans l'historique, il faut tracer tout ce qui a été fait. Et c'est tout ce corpus qui aide à avancer. Ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé avant. Il s'agit de consolider très souvent. Il y a malheureusement mon frère San qui est actuellement, certainement vous le connaissez, qui est actuellement souffrant. Je pense qu'il aurait pu participer avec beaucoup d'intérêt à ce débat, qui est un débat que j'estime à la fois culturel et militant. Culturel parce que souvent ce sont des hommes de culture qui soulèvent les questions les plus essentielles sur ces dossiers, mais militant parce que ce sont des gens aussi qui sont convaincus de l'utilité du patrimoine, non pas en tant que phénomène politique et autres, mais qui sont utiles, qui montrent l'utilité à la fois pour la connaissance de notre histoire et pour également fonder et se projeter dans l'avenir. Donc, c'est un combat militant que vous menez et il est bon que l'on puisse vous aider concrètement à évoluer. Tout ce que vous avez dénoncé, vous avez fait un peu le procès à la fois de Tombouctou, des Tombouctiens, ce qui est juste, mais il faut essayer de comprendre toute la dynamique qui a conduit à cela pendant des années, pourquoi il y a eu cette dégradation au fur et à mesure, qui est une dégradation morale et une absence de conduite de nos valeurs. Nous ne nous ancrons plus finalement dans nos valeurs, nous nous ancrons dans autre chose. Et c'est autre chose aussi que nous ne connaissons pas. Mais il y a, je vais essayer d'être très rapide et ramasser un peu les choses. Sur le patrimoine de la Médina, il y a des choses gravissimes, mais il faut dire aussi qu'il faut faire en fait une forme d'enracinement et d'ouverture. Je parlerai un peu comme Senghor, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester finalement figé dans ce qui peut être le passé. Il faut enrichir le passé avec d'autres apports civilisationnels, d'autres apports même sur le plan architectural où on peut améliorer. Je pense que le Maroc, d'autres pays où il y a des sites du patrimoine, on a essayé d'avancer cela. Mais pourquoi cela ne se fait pas? Il y a eu une dégradation économique très sérieuse parce que le Tombouctien généralement est très fier. Mais cette dégradation économique a conduit beaucoup de gens finalement à abandonner. Donc ceux qui possèdent ces maisons dont vous parlez, ce ne sont pas souvent des natifs tombouctiens. Ça, c'est une question extrêmement importante qu'il faut aborder. Également, sur la question des mausolées, la liste est extrêmement restreinte. Il y a 333 saints. Et il faut s'interroger, il y a quand même d'autres mausolées, et ces mausolées ne figurent pas dans la liste que j'ai vue. Il faudrait quand même enrichir cette liste-là. Il faut mettre un certain nombre de personnalités, je veux dire, qui n'ont pas été inscrites. Et ça aussi, ça participe du travail mémoriel et qu'il convient également de voir. L'autre rôle que nous devons vraiment chercher à renforcer, c'est le rôle de l'État. Il y a actuellement, je sais à travers la RDCT de l'ambassadeur Arbi, il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Et c'est une association qui se bat, tout comme San Chirfi, pour le patrimoine, pour préserver la ville. Non pas d'ailleurs seulement uniquement sur le plan des monuments, également sur le plan moral, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Tombouctou qui n'honorent pas, en fait, la valeur de Tombouctou, le caractère de ville sacrée, de ville sainte et de ville mystérieuse, même à la limite. Donc, il y a ce rôle-là au niveau des associations, certainement qu'il faudrait faire, au niveau de l'université, parce qu'il ne faut pas travailler en dehors de l'université pour donner un cadre scientifique, pour donner une bonne perspective pour ce qui doit être reconstruit. Et je ne crois pas, je veux vous le dire honnêtement, au partenariat international
j'étais moi-même délégué permanent adjoint donc du Mali à l'UNESCO, j'ai essayé de faire avancer avec d'autres. Je ne crois pas beaucoup. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu les attaques sur le patrimoine, et qui, au niveau de la CPI, on a voté un certain nombre de fonds. J'étais à l'époque le conseiller diplomatique du président avant d'être à la retraite, j'ai reçu les responsables de la CPI et je leur ai dit, je ne crois pas que les millions de dollars ou ceci, que ça puisse régler quoi que ce soit. Je suis persuadé que la démarche ne peut être vraiment qu'une démarche nationale africaine. Je précise bien, nationale et africaine. Je n'irai pas au-delà. Et les moyens existent. Il ne s'agit pas simplement des moyens financiers. Et ces moyens financiers, même, nous pouvons les mobiliser. Nous pouvons les mobiliser au niveau de la diaspora. Nous pouvons les mobiliser au niveau d'un certain nombre de richissimes Africains. Mais il faut mettre le processus en place. Il faut mettre surtout des hommes qui sont des hommes intègres. J'insiste sur le mot intègre, dont la volonté, en tout cas l'ambition, n'est autre chose, ou ne sera autre chose que de servir Tombouctou et la renaissance de Tombouctou. Parce qu'au-delà de tout ça, l'objectif, ce n'est pas qu'il y ait une préservation du patrimoine de manière figée, de manière statique, c'est que cela participe à une renaissance de cette ville-là, qui ne doit pas être un faire-valoir, mais autre chose. Et là, on arrive au rôle central de l'État. L'État, nous devons renforcer, contrairement à ce que l'on croit, c'est à l'État malien, donc c'est le rôle de l'État malien que nous devons renforcer, et nous devons le renforcer même dans les décisions concernant la municipalité. Il faudrait certainement qu'un certain nombre de recours, un certain nombre de décisions soient ôtées à la communauté, rendre le parcours plus difficile et que il y ait encore davantage toute une gradation en fait de la décision pour pouvoir arriver à une décision concernant. Je l'ai dit pour deux choses. Et vous avez vu, quand on parle de la Médina, vous voyez que ça s'est beaucoup dégradé. Pourquoi? Parce que actuellement, les eaux de ruissellement, les eaux de robinet, on a installé les systèmes d'adduction d'eau, mais ça a été installé sans prévoir des systèmes d'évacuation. Donc, cela a détruit complètement la plupart des maisons qui sont des maisons en banco. Donc, si ces maisons sont détruites, les gens se disent, pour l'éviter, demain, je mets en ciment. Ça, c'est une première raison, encore que cela a complètement créé un problème d'assainissement. Il faudra des années pour le résoudre. Pourquoi il faut mettre aussi l'État au centre? Vous voyez qu'on a créé, après qu'il y ait eu des critiques sur cette situation, il y a eu des caniveaux qui ont été creusés. Alors, les caniveaux, les marchés, c'est entre certains à Bamako et d'autres à Tombouctou. Et j'ai posé la question à des responsables de la municipalité parce qu'on a creusé et mis le béton pour les caniveaux et c'est 2 ans après qu'ils sont venus fermer les caniveaux. On est en plein désert et donc le sable a recouvré l'ensemble. Quand on demande aux responsables de la mairie, ils disent « Ah non, nous, c'est pas notre contrat, ça c'est l'autre contrat ». Il y a eu effectivement, et puis bon, on a investi des milliards, mais ça ne sert à rien parce que tout le système d'évacuation a été refermé parce que le sable a tout pris et on a mis les dalles, ça ne sert absolument à rien. Mais cela, c'est fait parce qu'il n'y a pas une véritable prise de conscience. Cela s'est fait parce qu'il y a eu des gens qui n'ont pas pris leurs responsabilités pour dire que ça ne se fait pas, pour empêcher cela. Et il y a principalement, avant tout, plus que tout, je dirais, mieux que tout, il y a la responsabilité des Tombouctiens. Ce n'est pas les jeunes, c'est des Tombouctou, les élus, les notabilités qui ont laissé leur patrimoine, qui ont laissé leur ville être détruite de cette façon. Donc, vraiment, mes félicitations, mes encouragements. Je chercherai à avoir votre chose. Je félicite vos professeurs aussi parce que quand même, c'est bon qu'il y ait
un étudiant brillant et qui s'intéresse et qui combat et qui fait des choses comme ça, je pense qu'il faut l'encourager. En tout cas, moi, je suis un retraité. Mon humble niveau, modeste niveau, j'essaierai vraiment de vous apporter à la fois des éléments d'information, des éléments de direction. Voilà. Et j'espère que cela va être une petite contribution. Et souhaitons bonne santé à Hassan qui aurait dû peut-être participer à cette rencontre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Asker. Monsieur Maïga, est-ce que vous pouvez arrêter le partage de votre présentation? Je l'avais arrêté. Je ne l'avais pas arrêté. Non. Bon, attendez. J'oublie toujours, il y a... Après, on va passer la parole à... Sur le chat, il y a Khadigé qui veut prendre la parole. Il y a Mohamed Ibrahim d'abord. D'abord. D'accord. Oui. On passe la parole à Monsieur Mohamed Ibrahim. Tu es sûr que je n'ai pas arrêté le partage? Je pense que... Non. Ok. Il dit qu'il a arrêté le partage. Oh. Tu n'as pas arrêté? J'étais sorti dedans depuis. C'est pas grave, on va continuer. Et pourtant, je ne vois pas mon écran ici. J'étais sorti dedans depuis. C'est pas grave, on continue. D'accord. Et je voudrais aussi, avant que je prenne la parole, souhaiter bonne guérison à tonton Sanchilfi Alpha, qui avait été cité par tonton Asker. Et Inch'Allah, je serai à l'écoute également pour tout ce qui a été dit. Merci. Salam alaikum. Merci à Mohamed Maïga pour son exposé. Je profite également pour saluer les professeurs, les universités, les hommes de culture, les différents directeurs de patrimoine. En tout cas, je salue tout le monde sur ce groupe. Et j'ai vraiment beaucoup appris, en tout cas, sur la présentation ainsi que les différentes questions. Et je voudrais un peu réagir sur vraiment sur le doyen, sur le propos du doyen Askia. Je suis entièrement d'accord avec lui quand il parle de ne pas trop compter, en tout cas, sur le partenariat au niveau international. Parce que la culture, le problème de la culture, c'est vraiment une compétition entre les nations. Donc c'est comme le football, personne ne va venir investir dans votre football pour pouvoir gagner son équipe nationale. Donc c'est la même chose par rapport à la culture. Personne, aucun pays ne va venir, en tout cas dans le concert des nations, venir injecter des fonds dans le patrimoine de Tombouctou pour concurrencer sa culture, sa fierté nationale. Mais je crois quand même au partenariat africains et au partenariat islamique, parce qu'ils ont tous aujourd'hui intérêt à protéger Tombouctou, que ce soit les 55 pays en tout cas du continent, mais également les pays de l'Organisation de la coopération islamique. Nous avons besoin en réalité d'un vrai plaidoyer par rapport à ça. Donc je ne me suis pas présenté avec l'émotion vraiment de réagir, je ne me suis pas présenté, je suis Mohamed Ibrahim Yattara, président de l'université de Tombouctou pour la paix. En fait, moi, je suis trop intéressé par le patrimoine de Tombouctou, mais j'ai beaucoup milité d'abord sur le plan politique. C'est à travers le plan politique que je voulais vraiment travailler au développement culturel de Tombouctou qui va servir tout le Mali, l'Afrique et même le monde islamique. Donc, comme l'a dit Askia, c'est vraiment une question de militantisme. C'est ce militantisme et Mohamed également, je le remercie, il m'a beaucoup aidé également dans ce combat-là. Donc j'ai commencé d'abord sur le plan politique avant de créer cette organisation qu'on appelle l'Université de Tombouctou pour la paix, pour travailler à replacer aujourd'hui Tombouctou sur la scène internationale. Donc aujourd'hui, Tombouctou a seulement deux défis à remonter. D'abord, la conscience même des Tombouctiens, parce que nous-mêmes en tant que Tombouctiens, malheureusement, on n'a pas encore pris conscience de l'importance de Tombouctou.
On a gardé seulement le folklore, c'est-à-dire chaque année aller vraiment travailler pour pouvoir protéger la mosquée de Djingaribert. C'est juste le folklore qu'on a gardé pour faire des images. Mais en réalité, la conscience même de nos ancêtres était de le préserver pour l'humanité. Comme Mohamed l'a rappelé par rapport à ce que Nelson Mandela disait, en tout cas par rapport à la raison d'être même de la conservation du patrimoine. Mais aujourd'hui, vraiment, j'ai le cœur déchiré de voir ce qui se passe à Tombouctou. C'est carrément un génocide du capitalisme sur le patrimoine de Tombouctou, à travers le binôme dont Mohamed également a rappelé, que je vais appeler les destructo-restaurateurs, ceux qui détruisent et ceux qui restaurent et ceux qui restaurent mal. Donc voilà un peu ce qui se passe aujourd'hui. Le constat est vraiment amer. Et ensuite, à part Alpha Oumar Konaré, à part l'ancien président Alpha Oumar Konaré, malheureusement tous les autres présidents qui sont venus après n'ont réellement travaillé par rapport à la préservation vraiment du patrimoine de Tombouctou et surtout à relancer le patrimoine sur la scène internationale. Je m'en vais juste pour donner quelques exemples. Parce que pour moi, Tombouctou est le plus grand salon culturel du Mali. Ils sont plus grands devant le CICB, et devant même le palais Koulba, où généralement c'est ces deux endroits-là où on reçoit les officiels Mali. Par exemple, en 2005, il y a eu le sommet à Afrique-France sous le président Amadou Toumani Touré. Malheureusement, qui organisait vraiment déjà l'activité à Tombouctou. Également, au temps du président Ibrahim Boubacar Keïta en 2016, si j'ai bonne mémoire, là également, on a organisé un Mako et toujours aussi au CICB, alors que Tombouctou est le plus grand salon culturel pour le Mali. Ensuite, récemment, il y a eu le sommet également, le sommet de l'AES qui s'est organisé également à Bamako, toujours au niveau du centre international de conférence de Bamako, alors que Tombouctou est là. Malheureusement, l'État malien n'a pas encore pris conscience de l'importance vraiment de Tombouctou, et c'est vraiment dommage. Sinon, par rapport à la préservation et la protection du patrimoine de Tombouctou est très simple. Nous sommes sur un site, si je ne me trompe pas, en tout cas je parle sous le contrôle des experts qui sont là. Je pense qu'on ne dépasse pas 50 hectares. Tout ce dont on parle aujourd'hui, cette ville millénaire est concentrée en tout cas dans un nanomètre, je vais dire. C'est très microscopique. Donc toute cette ville millénaire, l'histoire est enracinée seulement dans à peu près vraiment 50 hectares, et on peut dire ensuite quelques hectares par rapport à la zone tampon. Malheureusement, il n'y a pas un leadership politique très affirmé pour redonner vraiment à Tombouctou toute sa place. Et comme l'avait rappelé Amadou Ampateba, vraiment les nations formaient un seul rang et Tombouctou était à la tête. Un jour, Dieu a dit demi-tour et Tombouctou s'est retrouvé à la queue. Donc nous sommes aujourd'hui à la queue vraiment de cette histoire. Il dit peut-être un jour, Dieu dira encore demi-tour pour que Tombouctou vraiment retrouve sa place. Mais pour cela, il faut vraiment aider Tombouctou. Je pense qu'on doit vraiment aider Tombouctou, et ça passe par des initiatives comme ça, de ces séminaires-là, par exemple, animés par Mohamed, et aussi vos différentes interventions. C'est dans ce cadre que j'ai personnellement, en tout cas, je ne sais pas si je suis en reconversion culturel ou pas, mais de plus en plus je m'engage en tout cas sur le plan de la culture à travers cette modeste contribution de créer l'université de Tombouctou pour la paix, avec des propositions concrètes. Au-delà de la théorie, j'ai eu à faire de propositions. Aujourd'hui, par exemple, on peut délocaliser l'Assemblée nationale du Mali et à Tombouctou, pourquoi pas? Parce qu'il n'y a plus d'Assemblée nationale depuis le coup d'État, et j'ai entendu qu'il y a vraiment un projet de construire
l'Assemblée nationale vers l'aéroport de Bamako. Je pense qu'on peut construire aujourd'hui cette Assemblée nationale à Tombouctou. On peut également aujourd'hui faire de l'aéroport de Tombouctou l'aéroport principal du Mali. Aujourd'hui, que ce soit tous les vols internationaux vont directement atterrir ici à Tombouctou avant d'aller à Bamako. Donc, c'est des propositions concrètes, ça ne demande pas des milliards de dollars. C'est à peu près peut-être une dizaine, 50, 100 milliards de francs CFA maximum, en tout cas, peut aujourd'hui protéger Tombouctou. Je suis de Tombouctou, je ne connais pas une ville mieux que Tombouctou et je n'ai jamais résidé dans une ville plus longtemps que Tombouctou. Donc, je n'envie presque aujourd'hui aucune ville dans le monde à part vraiment, à part Tombouctou. Donc, on doit préserver Tombouctou pour l'humanité, pour l'Afrique, pour le monde islamique et pour toute la communauté internationale. Merci bien. Merci beaucoup. Merci à vous également, Monsieur Yatara. Monsieur Maïga, je vous disais il nous reste 2 questions. Et on prend ces 2 questions et vous répondez une bonne fois pour toutes, ou bien je vous laisse la parole pour vous répondre. Il y a eu beaucoup de questions d'intervention. Je pense que je viens c'est de répondre et on va ouvrir. D'accord. Vous avez la parole. Alors après, on va revenir aux autres participants. Merci beaucoup, Exatou, de m'avoir donné la parole. Même s'il m'arrivait de l'arracher souvent sans ton autorisation. Je remercie également tous les participants qui ont contribué. Je pense que les contributions sont de qualité. Elles sont à peu près au même niveau que les questions. La dernière intervention de mon ami Mohamed Ibrahim Yatra est une contribution qui est politique, mais également culturelle. Je le remercie pour ça et je l'encourage dans le cadre de son projet Université de Tombouctou. Voilà. Quant au tonton Askia, merci également pour les contributions par rapport au nom. Ma liste n'était pas exhaustive. Je ferai en sorte que ces noms puissent être ajoutés et qu'on puisse reconnaître les anciens qui ont mouillé le maillot pour Tombouctou, les anciens qui ont contribué, qui sont considérés comme des pionniers dans la gestion du patrimoine au niveau local et national. Votre contribution également est grandiose. Voilà. J'ai retenu des éléments très importants, parmi lesquels l'absence de conduite de nos valeurs, le fait d'être derrière la philosophie de Léopold Sédar Senghor. C'est une contribution énorme quand Senghor évoquait l'enracinement et l'ouverture en même temps. Par rapport à la liste des mausolées, vous avez bien fait d'évoquer ce sujet. En fait, je n'ai pas voulu beaucoup polémiquer dessus. C'est vrai, il y a plus de 333 saints à Tombouctou, mais il y a un défi énorme qui est là. Je pourrais lancer ce défi-là ici. Personne n'a la liste des 333 saints de Tombouctou. Et si quelqu'un l'a, avant la fin de mon communiqué, qui nous lise ça, parce que vous allez trouver, et ça c'est un problème majeur. Voilà. C'est-à-dire que vous n'avez pas un document dans lequel vous avez les 333 noms des saints. Ça c'est la première chose à savoir. Il y a des gens qui sont intéressés sur la question parce qu'il y a un nom. Et je suis arrivé à plus que ça. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas repérables. Mais ceux qui existent, qui sont repérables, on n'est pas arrivé à 333. Deuxième chose aussi, on dit que c'est Tombouctou. Quand on parle du bien Tombouctou, ça veut dire du patrimoine de Tombouctou, c'est les 3 grandes mosquées et les 16 mausolées. Pendant mes premières thèses sur Tombouctou, entre 2016 jusqu'à 2020, et pendant mes 10 ans de recherche sur la question du patrimoine, avec toutes mes expériences, que ce soit à l'UNESCO, dans les universités et dans les laboratoires, je n'ai pas pu identifier les 16 mausolées. Voilà, je n'ai identifié que la moitié. Donc, même les 16 mausolées qui sont inscrits, navré de vous apprendre qu'ils ne sont pas repérables. Et d'ailleurs, ces propos ont été collaborés dans
d'autres recherches d'Adil que j'ai vues après. Lui-même, à son nom, il reconnaît que d'autres ne sont pas repérables. La question qui se pose maintenant, c'est qu'en 1988, quand on est venu inscrire Tombouctou, pourquoi avoir inscrit des mausolées qui n'étaient pas repérables? Ça aussi, c'est une question qui mérite un débat particulier. Donc, quant au professeur Ablaye Kamara, je vous remercie également pour les encouragements et j'espère également me retrouver à Dakar en fin d'année. C'est mon programme. Je vous donnerai les nouvelles et je vous remercie également pour la contribution de qualité et pour aussi avoir rappelé les échanges considérables, voire énormes, je dirais énormissimes qu'on a eu sur le patrimoine à Saint-Louis à travers le colloque sur la conservation, qui est un rapport très très important avec la préservation. La conservation est un élément primordial de la patrimonialisation et du patrimoine qui inclut la restauration, alors que dans la préservation, on s'inscrit dans un futur pour éviter tout ce qui peut endommager le patrimoine. Je vous remercie également de votre contribution. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, le professeur Kamara était un professeur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialiste du patrimoine et de l'archéologie, qui a contribué à travers des articles et des ouvrages à l'apport de ce domaine, dans ce domaine pour son pays et pour toute l'Afrique entière. Le professeur Babacar Fall. Professeur, je vous remercie également pour votre contribution et également pour les mots en ce qui me concerne. J'ai collaboré avec vous dans le cadre de l'Institut. Ça a été et ça reste toujours un grand plaisir d'échanger avec vous. Et je rappelle que le professeur Babacar Fall dirige l'Institut d'études avancées dans lequel je suis followers et contribue de manière significative également à l'avancée de l'Afrique à travers la réflexion. Il a posé une question qui constitue aujourd'hui un cas national parce que les gens regardent l'Institut des hautes études de recherche islamique Ahmed Baba et beaucoup ne comprennent pas d'où est-ce que le projet vient. Sa question est qu'en est-il de la coopération qui existe ou qui existait entre l'Afrique du Sud et le Mali? Cette coopération a donné naissance à l'Institut Ahmed Baba, qui est devenu l'Institut des hautes études de recherche islamique Ahmed Baba. Cet institut, actuellement, forme des étudiants à travers un diplôme d'études universitaires Bac+D en codicologie, conservation du patrimoine. Malheureusement, suite à la crise de 2012, on n'est pas sans savoir que ce patrimoine documentaire a été détruit par les occupants terroristes au moment de quitter. Je pense que le professeur Zankounda Traoré, qui assurait l'intérim de la présidence de la République du Mali, et le président de la République François Hollande se sont déplacés à Tombouctou pour le voir. Le bâtiment existe, mais je suis navré de vous dire, le bâtiment sert plus d'activités souvent scientifiques, mais ce qui concerne la question de la préservation des manuscrits, la valorisation, malheureusement, des ONG, des bibliothèques privées font mieux que l'État dans ce domaine actuellement. Donc la coopération existe, mais je me rappelle avoir suivi un moment une affaire où des députés sud-africains demandaient à leur État pourquoi ils avaient financé un endroit comme Tombouctou par rapport à la réhabilitation de ces manuscrits. Ça a fait débat dans le pays. Le sujet a été suspendu pour le moment. En ce qui concerne la situation de l'Union africaine, en 2019, on n'est pas sans savoir que l'ancien président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, avait été nommé par ses pairs champion de l'Union africaine pour les arts, la culture et le patrimoine, à travers une distinction. Dans le domaine du patrimoine, cela signifie que le Mali a fait des progrès considérables dans ce domaine. Quand vous prenez l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons, l'agenda dit en résumé qu'on ne pourra atteindre aucun objectif de cet agenda si nous ne considérons pas ou ne préservons pas notre patrimoine. Mais l'Union africaine, vous savez comment ça fonctionne, elle reste politique. Si l'Afrique ou l'Union africaine faisait réellement son travail de préservation, de promotion du patrimoine, ce n'est pas Tombouctou seulement. L'Afrique, par exemple, est sous-représentée sur la liste du patrimoine mondial. C'est-à-dire, l'Afrique est le seul continent au monde qui a moins de sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Ce n'est pas tout. Elle est sous-représentée sur la liste du patrimoine mondial. Elle est surreprésentée sur la liste du patrimoine mondial en péril. C'est-à-dire, la liste rouge de l'UNESCO, les États africains sont les premiers qui ont tellement de sites qui sont inscrits comme patrimoine en péril. Donc, l'Union africaine, d'un point de vue,
c'est entre l'espoir et le désespoir et ne contribue pas en grande chose à la promotion ou à l'inscription de ces sites sur la liste du patrimoine mondial. Pour le moment, l'Union africaine est en train de jouer sur d'autres cartes, à régler d'autres conflits, malheureusement au détriment du patrimoine. Mais sans le patrimoine, je pense que l'Afrique ne pourra rien faire. Quant au professeur Maïga, Dr Maïga Fatoumata, qui a également fait une contribution et a posé des questions, je la remercie pour les propos en ce qui me concerne. Je la remercie également pour sa contribution. Elle a demandé qu'en est-il de la sensibilisation? Est-ce que les textes parlent de sanctions? Si oui, pourquoi on ne les applique pas? Voilà, particulièrement dans le cadre de Tombouctou. Effectivement, quand on dit qu'un pays est inscrit sur la liste, un pays a un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial, ça veut dire que ce pays, qu'on appelle dans le jargon du patrimoine l'État partie, va se soustraire à une législation internationale qu'on appelle la Convention de 1972 relative à la protection du patrimoine culturel et naturel. Lorsque vous souscrivez à cette convention, vous devez respecter toutes les règles et toutes les législations et les instruments juridiques internationaux qui tournent autour de ça. Le droit international en résumé. En français facile, Tombouctou n'appartient pas qu'au Mali ou au Tombouctou. À travers l'inscription de Tombouctou sur la liste du patrimoine mondial, Tombouctou appartient à toute l'humanité. Donc, à travers la ratification du Mali à cette convention, Tombouctou se soumet à la législation internationale. Cette législation, elle est claire. Dans le droit international, vous savez qu'elle pèse sur le droit national. Donc, quand on vient même aux lois qui existent dans notre pays, il est prévu des sanctions qui varient entre 200 000 et 500 000 ou des cas de prison qui varient entre 3 mois et 5 mois, voire une année. Mais malheureusement, quand vous prenez même le plan d'urbanisme, il est prévu des sanctions. Mais personne n'a été sanctionné à ma connaissance. Donc, il y a des sanctions, il y a des lois qui existent, malheureusement, elles ne sont pas appliquées. Les communautés que j'ai évoquées, tout le monde les connaît à Tombouctou. C'est une communauté qui est dans le commerce. Elles viennent vous proposer, je vous donne un exemple très pratique. Admettons, vous êtes dans votre maison à Tombouctou, que ce soit une maison vieillissante ou bien qui a des soucis, ou même une maison qui est en bon état. Un commerçant vient vous dire, la valeur de votre maison, par exemple, c'est 10 millions. L'individu en question va vous proposer 30 millions. Je pense que si vous n'êtes pas un Tombouctoutier, vous allez accepter cette proposition. Quelqu'un qui vous a proposé le double du prix de votre maison, dès que vous sortez dedans, il détruit la maison, il les reconstruit en béton armé, sans aucun matériau local, sans aucune architecture locale. Il construit ça en béton armé. Il ne connaît pas Tombouctou. Il ne sait pas qu'à Tombouctou, nous avons une manière de construire. Lui, la plupart du temps, il ne passe pas du temps à Tombouctou. Donc, celui-là, pour pouvoir le sanctionner, il faut le voir d'abord. Ce qui est compliqué. Donc, sans compter la passivité des gens. Le Tombouctien de nature est une personne qui est calme de nature, discret. Il y a Sanchilfi qui dit d'ailleurs, il y a 3 choses qu'un Tombouctien ne fera jamais. La première, c'est qu'il ne va jamais amener son voisin devant un tribunal. C'est-à-dire qu'il ne va jamais déposer une plainte. Donc, il y a ce phénomène culturel qui est là. La deuxième chose, c'est qu'il ne va jamais se divorcer avec sa femme, mère de ses enfants. Et la troisième chose, il ne va jamais vendre la maison héritée de ses parents. Donc ça contribue également au fait qu'il n'y a pas de justice dans ce domaine. Donc les lois existent, les sanctions aussi existent. Je reviens à M. Konaté, deuxième Konaté numéro 2, qui avait fait également une contribution de qualité par rapport à la sensibilisation autour de la jeunesse, qui doit être faite, qui doit contribuer à être faite, continuer à être faite et qu'il faut encourager. Et je le remercie pour sa contribution. Quant à Konaté numéro 1, chef de la mission culturelle de Gao, je le remercie également pour sa présence à ce webinaire, sa contribution de qualité, et je vais essayer de répondre à ces questions. Il a dit en dernier, qu'est-ce que je vais dire par l'état actuel du site n'intéresse plus l'État du Mali. Souvent, quand je voyage à l'étranger, où je participe à des rencontres internationales sur la question du patrimoine, il y a une anecdote souvent qui me vient quand je finis de parler de Tombouctou. Parce que je ne parle pas d'autres choses dans le domaine du patrimoine que Tombouctou. Je suis spécialiste de ce patrimoine-là, du Mali de manière générale, mais on me reconnaît plus dans ça, Tombouctou. Je fais des études d'histoire,
et j'ai des masters dans le domaine de gestion du patrimoine et des doctorats également. Donc, c'est un domaine qui me passionne, sur lequel je suis depuis 10 ans. Vous savez ce qu'ils me disent? Ils me disent, donnez-nous Tombouctou. C'est une blague, hein? Une blague qui a tout son sens. Je leur ai dit, mais pourquoi on devrait vous donner Tombouctou? Ils disent, parce que vous n'êtes pas en train de valoriser Tombouctou. Il faut nous donner Tombouctou. Je ne vais pas citer des pays. Ils disent, si vous nous donnez Tombouctou, le monde entier va courir derrière nous. Voilà. Donc, l'État du Mali, peut-être que vous qui êtes chef de la mission culturelle de Gao, je vous comprends parfaitement, vous pouvez considérer que Tombouctou est plus sollicité, plus caressé que les autres. Ça, c'est un fait naturel. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a béni Tombouctou, c'est Dieu qui a donné à Tombouctou tout ce qu'elle a aujourd'hui. À chaque fois qu'on parle d'histoire de patrimoine, aucune ville du Mali ne pourra l'égaler. Maintenant, vous pouvez penser qu'il y a beaucoup de choses qui se font à Tombouctou. Mais nous qui sommes à Tombouctou, nous qui nous intéressons au sujet, qui le regardons avec des lunettes universitaires, nous nous rendons compte que l'État ne le fait pas assez. Et pour savoir que l'État du Mali ne fait pas assez, on n'a même pas besoin de parler de Tombouctou. Prenez le budget national attribué au ministère de la Culture pour comprendre la situation. Ce budget ne dépasse pas 1% du budget national. La question qui se pose à présent, comment peut-on montrer qu'on est intéressé par un domaine? Comment peut-on montrer qu'on veut préserver notre patrimoine si le budget national qu'on y consacre ne dépasse pas les 1% du budget national? C'est carrément mission impossible. Sans cela, il y a d'autres initiatives qui se faisaient à Tombouctou, qu'on ne voit plus. Je donne un autre exemple, un dernier. Tombouctou a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en 1988. En 2018, Tombouctou fêtait ses 30 ans d'existence. Nous sommes en 2025. Est-ce que vous savez que le Mali, à ma connaissance, n'a jamais célébré Tombouctou en tant que bien du patrimoine mondial? Pire encore, Tombouctou a été classé parmi les finalistes de cette nouvelle merveille du monde. En 2006, Tombouctou a été classé capitale de la culture islamique en Afrique au sud du Sahara. Je peux continuer, la liste n'est pas exhaustive. L'État du Mali, malheureusement, ne se rend pas compte de la valeur de Tombouctou. Il ne s'agit pas seulement de discours. L'ancien ambassadeur de France à l'UNESCO disait, je vais terminer par ces propos sur votre question, Tombouctou fait partie de ces villes du monde dont le seul nom suffit à mettre en mouvement notre mémoire et notre imaginaire. Quant à votre avant-dernière question, c'est l'urbanisation anarchique. Vous dites, est-ce qu'il n'y a pas de plan de schéma d'urbanisme? Qu'en est-il de la question? C'est un sujet que je traite dans ma thèse de doctorat. Il y a bel et bien un plan, un schéma d'urbanisme à Tombouctou. Malheureusement, c'est un plan qui est vétiste. Le plan ne veut pas dire grande chose. La plupart d'entre nous, même ici connectés, quand nous construisons nos maisons, la première étape qui consiste à chercher l'autorisation de construction, nous ne le faisons pas. Ce n'est pas le problème des règles ou des lois. Elles existent, mais les gens ne les prennent pas en compte. Pas du tout. L'Institut des hautes études de défense islamique Ahmed Baba, au moment où on le construisait devant la Médina, devant l'université de Sankoré, devant la mosquée de Sankoré, le rapport de l'économie était clair. Le bâtiment que vous voyez actuellement, qui fait objet de l'Institut, ce n'était pas le plan prévu. C'était un bâtiment plus gros qui était prévu avec, je ne sais pas, une grandeur incroyable, Boussi qui allait fermer carrément la mosquée de Sankoré. Il a fallu l'intervention de ce rapport. Même les gens, même à côté, ne le savaient pas. Donc, la loi existe, mais malheureusement, elles sont ignorées et d'autres ne savent même pas qu'elles existent. Donc, c'est ça le problème et ça, c'est un problème considérable. Quant à la question de l'infusisme, ce manque de sens, est-ce que vous me dites, est-ce que ce n'est pas dû au manque de sensibilisation? Je pense que c'est bel et bien dit à ça, mais c'est dit à un autre facteur souvent que nous n'évoquons pas, qui peuvent être considérés comme des propositions. Vous pouvez sensibiliser les gens autant que vous voulez. Si vous n'amenez pas le projet de sensibilisation ou l'esprit de la sensibilisation dans les classes, ça ne passera pas. Je donne un exemple. Au lieu de sensibiliser, pourquoi ne pas créer un cours carrément sur la préservation du patrimoine dans nos écoles, dès le premier cycle, au second cycle, et même
au baccalauréat, pourquoi ne pas créer un examen national où pour valider le bac, tu dois valider le cours sur la préservation du patrimoine. Dans nos universités, la question de la préservation, par exemple, j'enseigne la notion de patrimoine à l'Université des sciences sociales et des échanges de Bamako. En dehors de la faculté d'histoire et géo, et particulièrement au département histoire, on n'enseigne pas ça par ailleurs. Je peux venir aux manuscrits du Mali. Les manuscrits sont enseignés dans les plus grandes universités en Allemagne et aux États-Unis. Mais au Mali, à la faculté de droit, par exemple, on n'enseigne pas les manuscrits de Tombouctou. Alors que dans ces manuscrits, on parle de droit, on parle de droit de l'homme, on parle de gouvernance, on parle de changement climatique. Ce n'est pas enseigné. Alors qu'un module peut être créé pour montrer aux Maliens qu'ils ont une histoire. Qu'avant qu'on ne parle de déclaration universelle des droits de l'homme, d'autres pays, d'autres endroits comme Tombouctou en parlaient. Avant qu'on ne parle de protection des enfants, de changement climatique, des érudits de l'université de Tombouctou en ont parlé. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, la sensibilisation doit aller dans les classes, permettre à un élève malien de savoir que le Mali a des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Enseigner ça en classe, leur permettre de comprendre la valeur universelle exceptionnelle de chacun de ces sites. Utiliser ces cours-là comme des examens nationaux et que chaque Malien qui devrait accéder au baccalauréat ou décrocher le bac doit pouvoir le faire. C'est la meilleure façon de le faire. Votre première question, elle est relative au changement climatique. Vous me dites, étant donné que c'est un phénomène qui se trouve chez vous et ailleurs, qu'est-ce qu'on peut préconiser dans ce sens? Vous savez, le changement climatique fait partie des éléments fondamentaux du développement qui a été pris en compte au niveau international. François Pérou est un économiste français, l'un des brillants au monde. Il a dit que le développement, c'est la conjugaison de 3 facteurs. La croissance économique, le développement effectif des mentalités et la protection de l'environnement. L'environnement joue un rôle principal, un rôle incroyable dans le domaine et surtout dans la gestion du patrimoine. Comment y remédier? Il faut d'abord expliquer aux gens qui doivent protéger leur environnement. Avant de leur dire qu'ils doivent planter des arbres, leur dire d'abord qu'est-ce que c'est que l'environnement. Pourquoi ils doivent protéger l'environnement? Qu'ils comprennent que, par exemple, ces bouffées de fleurs, de poussière qu'on a actuellement à Bamako, ou de fraîcheur, ne s'expliquent pas par une situation qui est divine, que c'est l'environnement, de cause à effet qui produit ça. Que ces moments de chaleur qu'on traverse souvent à Tombouctou, c'est dû au fait que l'ensablement a atteint un niveau considérable et que la Terre est en train de se réchauffer. Donc, inclure ça également dans les enseignements au niveau primaire et secondaire pour que l'on comprenne que l'environnement est une priorité. Et au Mali, malheureusement, c'est des discours, ou même au niveau de l'État, ça a toujours été question de discours. Il n'y a jamais eu d'acte de pragmatisme dans ce domaine. Donc, face à cela, montrer aux gens qu'à chaque fois qu'ils jettent quelque chose, ils contribuent à la détérioration de la nature. À chaque fois qu'ils refusent d'arroser un arbre, de planter un arbre, ils mettent en danger Tombouctou. Et à chaque fois que le Sahara n'est pas utilisé de manière appropriée pour planter des arbres, pour créer des environnements considérables, Tombouctou sera toujours menacé d'enclavement et d'avancée du désert. Voilà, et c'est tout de manière moins exhaustive les questions qui m'ont été posées et les éléments de réponse que j'ai pu y attribuer et les commentaires que j'ai pu apporter aux contributions. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi l'assistance? Bon, moi, je pourrais alors un peu demander. D'accord. J'allais ajouter à ce que Mohamed a dit que c'est en réalité le véritable problème auquel les patrons culturels fait face au Mali, c'est la non-implication des autorités surtout, quoi. C'est vraiment déplorable. Il a parlé de budget. Le cas de Tombouctou n'est pas un cas isolé. C'est partout au Mali. Partout, quand vous partez à Sikasso, à Bougouni, à Kaï, à Koulikoro, c'est la même réalité. C'est déplorable. C'est déplorable. Même les voilà, menacés de disparition, souvent même à cause de l'intervention non réfléchie de l'État ou
des services techniques. C'est le cas du Tata de Sikasso, par exemple, qui a été détruit à cause et d'être bien conservé. C'est souvent ça. Bon, mais au-delà, il y a aussi la formation. On en a parlé. À l'école, on en parle peu, très peu. Leçon modèle, on prend une journée, on va enseigner aux élèves une leçon sur le patrimoine culturel et c'est fini, quoi. Et une journée pour enseigner ça, ça ne permet pas vraiment aux enfants d'assimiler des notions relatives au patrimoine. Le véritable problème aussi, même quand vous vous formez à ça, c'est pour devenir quoi? Dans un pays où les besoins est là, mais on n'a jamais voulu en faire un pilier de développement tant économique, social que culturel. Donc, vous vous formez en patrimoine. Après, c'est pour rester dans la nature. Hein. Beaucoup sont formés, ils se convertissent en commerçants, en enseignants, à autre chose. Donc, toujours, c'est une perte pour la cause du patrimoine, je pense, au Mali. Et quand vous partez dans les services, paradoxalement, relatifs à la culture, au patrimoine, il y a toujours des défis liés aux ressources humaines et on ne recrute même pas. C'est grave. Mais bon, c'est un problème général qui concerne le Mali et je pense que dans les jours à venir, ils vont y penser. Parce que les gens qui sont dans le domaine du patrimoine ne peuvent pas tous entreprendre dans ce sens-là. Hein. Quelques-uns le font, mais ce n'est pas toujours aisé d'ailleurs. Donc, ceux qui ne trouvent pas leur pain dans ça, donc vont se convertir à autre chose. Je voudrais ajouter ces précisions. Je tiens une fois de plus à remercier Abdoulaye pour la présentation. Excusez-moi, Monsieur Abadou Konaté, il y a le temps qui nous rattrape. On a un autre séminaire dans 10 minutes. Monsieur Maïga, si vous avez dernier mot à dire avant la fin. Je vois une mail de M. Samake, on peut lui donner quelques secondes. D'accord, ce sera la dernière intervention alors. Bonjour encore. Oui. Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Voilà. Moi, je voulais juste donner une information et puis faire une suggestion. Par rapport à la liste des sites du patrimoine mondial en péril, je voulais vous informer qu'aujourd'hui, l'ISESCO, qui est l'UNESCO arabe et qui a son siège au Maroc, est en train de faire un travail remarquable dans le domaine du retrait des sites africains sur la liste du patrimoine mondial en péril. En décembre 2024, ils ont fait une rencontre au niveau du Maroc, de Rabat, et cette année aussi, ils sont en train de voir les moyens pour pouvoir faire une autre rencontre, soit en fin de ce mois ou début avril. Donc, c'est quelque chose qu'il faut donner l'information aux gens. Et je voulais dire aussi que la question du patrimoine aujourd'hui, c'est une question politique. Tout le monde l'a dit et même le conférencier l'a dit plusieurs fois. Tout ce que nous faisons, les gestionnaires, les experts, les spécialistes, s'il n'y a pas la politique qui appuie, je pense qu'on ne va pas aller loin. C'est ce que je voulais donner comme information. Et l'autre suggestion, c'est par rapport à Ali Oud. Je tiens beaucoup à ça. Moi, à un moment donné, j'ai tenté si on pouvait faire quelque chose pour Ali Oud. Je demande à M. Maïga, comme il est de Tombouctou, il connaît bien les écrits d'Ali Oud. Moi, j'ai quelques documents. Si il pouvait quand même recenser tout, essayer de voir tout ce qu'Ali Oud a publié et d'organiser une journée pour Ali Oud, de commencer au niveau avec les universités, les étudiants, et pour faire des expositions de ces documents. Sinon, si on fait une recommandation, je pense que ça va rester dans les recommandations, l'État ne fera rien. Il y a la journée du 5 mai, qui est la journée internationale du patrimoine culturel mondial. Il peut prendre cette journée-là ou bien le jour du décès d'Ali Ould pour commencer à faire quelque chose. Moi, je pense que c'est une suggestion que je fais et nous sommes tous disponibles. S'il a besoin qu'on contribue ensemble, moi, je suis disponible. Après, on peut échanger pour voir qu'est-ce qui est faisable. Allez, merci. Merci à vous également. Merci. Monsieur Maïga, un dernier mot. D'accord, merci beaucoup, c'est tout. Merci à M. Konaté. D'ores et déjà, je salue l'idée. J'attendais vraiment des réactions pareilles et on pourra faire des choses énormes ensemble dans ce sens. J'ai proposé la journée du 5 mai, journée du CIDI pour la promotion du patrimoine mondial de Tombouctou. On en discutera en inbox, Inch'Allah. Donc, en ce qui concerne
le webinaire. Je vous remercie tous d'avoir participé, d'avoir contribué également, d'avoir fait de ces webinaires un dialogue constructif, et particulièrement à Aïssatou et au laboratoire de l'ASFAD de l'Université Gaston Berger qui m'a formé, qui continue de me former, un réservoir de savoir et surtout de parler de Tombouctou, cette ville incroyable, mystique, dénommée la cité mystérieuse. Je ne pourrais terminer sans vous dire que le patrimoine mondial du Mali mérite d'être préservé. Le patrimoine mondial de Tombouctou mérite d'être promu, conservé, valorisé. Il y va de l'avenir du Mali. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Maïga. On se dit au revoir. Et merci à toute l'assistance aussi. Merci.